souhaite en particulier la bienvenue à M. Yann Moussa, c'est un moment important pour vous. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de travail, de réflexion. Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion de présenter le fruit de ce travail et d'en discuter avec les membres du jury qui ont évidemment examiné votre thèse et qui en ont fait rapport. Permettez-moi de vous présenter les membres du jury que je veux également remercier pour leur présence. Tout d'abord, notre examinatrice externe, Rihua Chong de l'Université de Montréal, Madame Sylvie Loriot du département de sciences politiques, bonjour, Patrick Turmel, professeur à la faculté, et Jocelyn McClure, professeur à la faculté et directeur de la thèse. Alors, j'explique brièvement le déroulement de la soutenance. Dans un premier temps, vous allez nous présenter votre thèse dans un exposé de 20 à 30 minutes, et par la suite, les membres du jury vont vous interroger dans un ordre prédéterminé. On débutera avec Mme Chong, examinatrice externe. Elle sera suivie de Mme Loriot, de Patrick Turmel et de Jocelyn McClure. Il y aura une première ronde de questions. Il peut y en avoir une deuxième, mais elle n'est pas obligatoire. Mais si un membre du jury veut revenir sur un point qui a été soulevé durant l'échange, il peut tout à fait le faire. Alors, sans tarder, on va procéder selon la petite formule rituelle qu'on nous demande de lire au tout début de la soutenance. Monsieur Nyambangzila, vous avez présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval une thèse de doctorat intitulée « Injustice du système international actuel et quête d'un nouvel ordre mondial électif, le cosmopolitisme institutionnel en question ». Les membres du jury ont examiné votre thèse et l'ont jugée digne d'être soutenue. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous en faire une brève présentation, après quoi je laisserai la parole aux membres du jury. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, je remercie les membres du jury, en commençant par l'examinatrice externe, Rihua Chong, et ensuite Sylvie Loriot, Patrick Turmel, Jocelyn McClure et M. Langlois. Et je remercie également ceux qui ont répondu présents et qui vont m'accompagner durant cette présentation. Je me suis inscrit ici à la faculté de philosophie en 2007 et après avoir suivi les séminaires et présenté et défendu, je pense, les examens rétrospectifs et prospectifs, j'ai commencé, à proprement dit, l'écriture de la thèse en 2010. Et cette écriture a abouti à ce projet, en fait, sous forme de thèse. Il me semble que ce sont des idées que je jette ça et là, et qu'il faut peut-être approfondir dans la suite de mes travaux. Alors, ma thèse s'intitule « Injustice du système international actuel et quête d'un nouvel ordre mondial électif, le cosmopolitisme institutionnel en question ». Alors j'ai choisi en fait les auteurs du cosmopolitisme institutionnel parce que j'ai le sentiment qu'avec les intuitions qui sont les miennes, les préoccupations qui sont les miennes, il est important en fait d'établir une conversation avec ces auteurs-là pour voir si les idées que je soutiens peuvent résister à la critique. Et il me semble que la conversation a été intéressante et je vais montrer un certain nombre de points de distinction entre le cosmopolitisme institutionnel et puis ce que je soutiens. Je ne vais pas en fait passer en revue les chapitres tels qu'ils ont été écrits dans la thèse, mais je vais insister sur des idées de distinction entre le cosmopolitisme institutionnel et ce qui doit devenir, je pense, mes idées propres que je vais développer peut-être dans la discipline. Donc je vais insister d'abord sur la vision des institutions internationales. Deuxième point, sur la non-insistance en fait sur le renforcement des cultures démocratiques dans les États et enfin les conséquences de cette non-insistance. Alors, les auteurs du cosmopolitisme institutionnel sont une pléiade.
Ils sont très très nombreux. Et dans le cadre d'une thèse, il a fallu se circonscrire. J'ai choisi quand même des auteurs qui me semblent importants, des auteurs qu'on discute, qui sont incontournables, et j'en ai choisi en fait 4. Le premier, Thomas Pogge, très intéressant d'ailleurs. Et ensuite, j'ai pris Riohua Chang, qui est d'ailleurs présente. Et il me semble qu'il y a quand même une très grande affinité de pensée entre Thomas Pogge et puis les thèses de Riohua Chang. On a Nielsen et puis David Held. Donc je vais passer en revue ce que ces auteurs disent de la vision des institutions internationales. Et quelquefois je me sens très mal à l'aise parce que résumer les auteurs, c'est un exercice barbare. On retient certains aspects et quelquefois il me semble, ce risque de les caricaturer. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Alors, je vais commencer par Thomas Pogge. Lorsque Thomas Pogge parle, par exemple, des institutions internationales, il me semble, et c'est ce que j'ai compris, il va, je pense, d'un constat d'abord historique, d'une expérience historique. L'idée, c'est que les États tels que nous les avons aujourd'hui ont bâti leur richesse, leur développement et leur puissance à travers des processus qui ont été également violents. Et en l'espèce, Thomas Pogge insiste souvent sur l'esclavage et le colonialisme. Et il nous dit que ce que, en fait, cette rencontre violente sous forme d'esclavage et colonialisme a produit au niveau des États et de leur égalité, c'est un certain nombre d'inégalités. Et ce sont des inégalités, par exemple, de ressources économiques, des inégalités de savoir, de pouvoir et de négociation. Sur ce point, lorsqu'il parle de l'esclavage et du colonialisme, je ne semble pas avoir d'objection. Il me semble qu'il rend très bien compte de l'histoire. En revanche, étant donné que ce qui m'intéresse, c'est la vision des institutions internationales, c'est véritablement ce point-là qui m'intéresse, c'est-à-dire que Pogge va penser que, d'une certaine manière, aujourd'hui, même si on se rapporte à l'esclavage et au colonialisme sous forme historique, les effets de l'esclavage et du colonialisme n'ont peut-être pas fini. Ces effets-là se perpétuent sous des formes quelquefois déguisées au niveau international. Donc, Pogge a le sentiment que d'une certaine manière, les institutions internationales ont comme stabilisé et quelquefois perpétue ce type d'inégalité-là. Et il nous parle généralement de 2 formes. Il y a la voie directe ou la forme directe. Cette forme a un lien avec les négociations internationales. Donc au cours des négociations internationales, que ce soit politique, économique, lorsque les États se rencontrent, les inégalités en fait de pouvoir de négociation se font ressentir et généralement au niveau des institutions internationales, ça va dans le sens des pays développés, des pays riches. Et il y a la voie indirecte. La voie indirecte, c'est la voie qui consiste à accorder des privilèges aux pays en fait développés, mais à n'importe quel pays. Par exemple, des privilèges d'achat d'art, des privilèges de vente de ressources, des privilèges de signature de traités, etc. Et Pogge a le sentiment que ce qui est troublant au niveau international, c'est le fait que même lorsqu'on est conscient que le pays auquel on a affaire est un pays autocratique, on n'est pas regardant sur ces aspects-là et on accorde tous les privilèges. Donc ce que ça fait, c'est que des pouvoirs autocratiques peuvent s'acheter facilement des armes, peuvent signer des traités au nom de leur peuple, pour lesquels ils ne sont pas nécessairement représentatifs. Il me semble également que là, je suis un peu d'accord avec Pogge. Mais en revanche, ce qui me gêne, c'est que Pogge pense que c'est une manière déguisée pour les pays développés de se donner une bonne conscience. Parce que là, on peut transférer la responsabilité vers les pays pauvres en disant que c'est eux qui ont signé les traités. C'est eux qui achètent leurs armes. On ne les pousse pas. Il me semble que c'est là où je ne suis pas parfaitement d'accord avec Pogge. Et je passe à Riohua Chang. Il me semble que
Je l'ai dit au départ, il y a une affinité de pensée, c'est pratiquement la même chose, mais ce qui m'intéresse ici, c'est véritablement le propos de Ryu Chang lorsqu'il dit, dans la même perspective que ce que je viens d'expliquer ici, who gets the gold makes the rule. Et c'est la loi au niveau des relations internationales. Et dans les écrits également, j'en ai lu 2 articles qui semblent souvent être cités dans les différents travaux de cosmopolitisme institutionnel. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce genre qui se dessine dans la thèse de Ryu Chang, c'est-à-dire finalement que les institutions internationales sont des instruments de stabilisation et de validation de l'injustice. Je n'y insiste pas trop parce que ça ressemble aux explications que j'ai données de Popper. Alors le 3e auteur que j'ai étudié, c'était Kai Nielsen. Là également, l'idée est la même, mais la démarche est différente. Nielsen insiste sur l'impérialisme. Il me semble que la colonisation et puis l'esclavage sont des formes d'impérialisme. Mais la façon en fait dont il procède, c'est qu'il s'appuie sur un dialogue finalement de l'Antiquité. Le dialogue qui est souvent appelé le dialogue mélien, c'est une conversation entre Athènes et puis les habitants de Mélos. Les habitants de Mélos sont très sensibles par exemple aux valeurs morales, alors qu'Athènes souhaiterait marquer par exemple sa puissance, sa force, et propose d'ailleurs Athènes, je dirais, un marché quand même très spécial et étrange aux habitants de Mélos. Ils doivent s'aligner sur leur ligne, autrement en fait on les soumet, on les subjugue. Et il me semble que ce que fait Kai Nielsen lorsqu'il parle des institutions internationales, c'est de nous dire au fond cette réalité antique n'est pas encore dépassée. Même dans nos institutions internationales, elle existe encore. Nos institutions internationales sont des lieux où les plus forts en fait façonnent tout et imposent leurs lois aux plus faibles. Il me semble que ça peut se discuter, mais moi ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est ici, et puisque j'insiste sur la vision des institutions internationales. Sous la plume également de Kai Nielsen, lorsqu'il parle des institutions internationales, il nous les présente comme simplement des créatures étranges au service de l'injustice. Et il me semble que c'est là où ça devient très spécial. On va y revenir. Et enfin, on a David Held qui pense également qu'il y a un réalisme qui domine dans les institutions internationales. Et cette domination en fait des pays riches conduit à certaines formes d'asymétrie. Il y a l'asymétrie inter-institutionnelle. C'est en fait une asymétrie entre les différentes institutions qui peuvent exister à l'échelle internationale. Et ce que je comprends, c'est que chez Held, les institutions internationales qui sont plus économiques ont plus de force parce que justement elles reflètent et défendent les intérêts des pays les plus riches et souvent les pays occidentaux. Il pense également qu'il y a une asymétrie morale. Et cette asymétrie morale, une fois de plus, il nous dit que les règles qui sont davantage défendues sont les règles qui sont économiques. Mais lorsqu'on parle de l'environnement, des droits humains, à ce moment-là, il y a comme une forme de relâchement. Et il nous parle également en fait d'une asymétrie de juridiction, c'est que les institutions internationales que nous avons n'ont pas réellement un pouvoir. Les États continuent à avoir un grand pouvoir, et pas n'importe quel État, une fois de plus, ce sont des États riches et des États occidentaux. Et enfin, il y a une asymétrie de légitimité, de représentativité. Étant donné que ce sont des pays occidentaux qui dominent, ces institutions-là, en fait, ne représentent personne et n'ont aucune légitimité mondiale. Voilà en fait ce qu'ils nous présentent. Et rapidement, je ne sais pas, je n'ai pas une montre, je ne sais pas si je suis dans le temps. J'ai ici des citations. Thomas Paul qui nous dit « L'ordre institutionnel mondial existant n'est ni naturel, ni un don de Dieu, mais façonné et soutenu par les gouvernements les plus puissants et d'autres acteurs qu'il contrôle, tels que l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, l'OMC, l'OCDE, la Banque mondiale et le FMI. » Alors, moi j'ai souligné davantage façonné et puis
soutenu. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ici, on a la citation de Ryo Etchang. On pourrait montrer avec preuve à l'appui que les inégalités de fait, peu importe qu'elles soient intimes, initialement dues ou non à des injustices, déterminent les inégalités de pouvoir et qu'elles sont maintenant exacerbées par le jeu des institutions, et c'est ça qui m'intéresse plus, des institutions constitutives d'un champ de coopération sociale foncièrement injuste. Constitutive m'intéresse et puis foncière. Et enfin, on a Nielsen qui nous dit « L'ONU actuelle, telle qu'elle a été élaborée en 1945, révèle une crainte et une méfiance de la démocratie et un penchant en faveur des grandes puissances. Et en fait, en faveur de la plus grande d'entre elles, c'est-à-dire les États-Unis. Elle a été conçue de manière à leur donner le contrôle. Une fois de plus, c'est le mot conçu qui m'intéresse. Et enfin, on a Eld également qui dit que finalement, lorsqu'on regarde les institutions internationales, il y a lieu de reconnaître que le jeu politique dominant dans la cité transnationale reste la géopolitique. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que lorsqu'on lit ces auteurs qui sont très intéressants et qui sont très sensibles aux questions morales, c'est d'abord en fait l'emprise qu'il y a dans leur théorie du réalisme politique, dans leur théorie. Pourtant, en fait, ce ne sont pas des auteurs qui sont considérés comme faisant partie du mouvement réalisme politique. Mais en revanche, dans leur théorie, il y a cette emprise.